Je me souviens du bruit de la cuillère frappant la flûte à champagne plus que toute autre chose. Ting, ting, ting. C'était censé être le son d'une célébration. Nous étions dans un magnifique restaurant à Lincoln Park, entourés de nos amis les plus proches et de notre famille. Le soleil de fin de matinée inondait la pièce à travers les fenêtres. Ma mère, Linda, souriait de l'autre côté de la table, tenant son verre prêt pour un toast. J'ai levé les yeux vers Grayson, mon fiancé, m'attendant à ce qu'il dise à tout le monde à quel point il était heureux. Je m'attendais à ce qu'il parle de notre avenir. Au lieu de cela, il m'a regardé avec des yeux froids et plats. La salle est devenue silencieuse. Il n'a pas souri. Il n'a pas cherché ma main. Il a parlé assez fort pour que non seulement notre table, mais tout le restaurant l'entende. Ce mariage n'aura pas lieu, annonça-t-il, sa voix stable et ennuyée. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'aussi peu sûr de soi. Honnêtement, Harper, c'est pathétique. Le mot pathétique resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Mon cœur s'est littéralement arrêté de battre une seconde. J'ai senti chaque paire d'yeux dans la salle se tourner vers moi. Le serveur s'est figé avec une carafe d'eau à la main. Ma mère s'est levée à moitié, la bouche ouverte de choc. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas bouger. Je suis restée assise là, me sentant petite et stupide, m'effondrant de l'intérieur tandis qu'il se tenait là, ressemblant à un homme d'affaires concluant une mauvaise affaire. Il pensait que c'était la fin pour moi. Il pensait pouvoir me briser devant tout le monde et s'en sortir indemne. Mais Grayson a commis une erreur ce jour-là. Il a oublié que même la personne la plus calme a un point de rupture. Il n'a jamais vu venir mon retour. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. Pour comprendre pourquoi ce moment au restaurant m'a détruite, vous devez comprendre qui était Grayson pour moi avant ce jour-là. Vous devez comprendre qu'il n'était pas un monstre quand je l'ai rencontré. S'il avait été cruel dès le début, je serais partie. Mais les agresseurs ne commencent pas par la violence. Ils commencent par la magie. Ils commencent par la sécurité. J'ai rencontré Grayson Hale il y a 2 ans lors d'un gala de charité au centre-ville de Chicago. C'était l'hiver. Le vent dehors était brutal, fouettant depuis le lac Michigan et gelant tout ce qu'il touchait. Mais à l'intérieur de la salle de bal, il faisait chaud et doré. J'avais 26 ans à l'époque. Je travaillais comme collaboratrice junior chez Blue Harbor Marketing. Je me souviens m'être sentie déplacée ce soir-là. Ma robe était louée. Mes chaussures me pinçaient les orteils. Je me tenais près du bord de la salle, tenant un verre d'eau pétillante, regardant tous ces gens riches et puissants rire et parler. Je me sentais invisible. Puis un serveur m'a bousculé. C'était un accident, mais la moitié de mon eau s'est renversée sur le devant de ma robe. J'ai eu le souffle coupé, sentant l'humidité froide imprégner le tissu. J'ai regardé autour de moi, paniqué, espérant que personne n'avait vu, espérant pouvoir juste disparaître dans les toilettes et pleurer. C'est alors qu'une main a touché mon coude. « Tenez », dit une voix grave. « Prenez ça. » Je me suis retournée et il y avait Grayson. Il était beau, pas seulement beau, mais raffiné. Il portait un smoking qui lui allait parfaitement. Ses cheveux foncés étaient peignés en arrière. Il me tendait un mouchoir en soie blanche. « J'ai vu ce qui s'est passé, » dit-il. Sa voix était calme et basse. « Ce n'était pas de votre faute. Il allait trop vite. » J'ai pris le mouchoir, ma main tremblante. « Merci. Je suis tellement embarrassée. » « Ne le soyez pas. » Il sourit. C'était un sourire chaleureux et facile qui atteignait ses yeux. « Je suis Grayson. Grayson Hale. » Je connaissais ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. Sawfamil Possedate Hale and Mercer Financial.
Ils étaient de la vieille fortune à Chicago. Je suis Harper, ai-je dit. Ravi de vous rencontrer, Harper. Voulez-vous sortir d'ici? C'est trop bruyant de toute façon. C'est comme ça que ça a commencé. Il se fichait de ma robe louée ou de ma tache humide. Il m'a emmené dans un box tranquille au bar de l'hôtel. Nous avons parlé pendant 3 heures. Il m'a interrogé sur ma vie, mon travail, mes rêves. Il écoutait. C'est ce qui m'a accroché. Il écoutait vraiment. Quand je parlais de mes idées marketing, il hochait la tête et disait « C'est intelligent, Harper. Tu as un bon esprit. » Pour une fille qui a grandi avec le sentiment de ne jamais être assez bien, jamais assez intelligente, avoir un homme comme Grayson Hale qui me regardait avec admiration faisait l'effet d'une drogue. Notre romance a évolué rapidement. C'était comme un tourbillon, mais cela semblait aussi solide. Il était un protecteur. C'est le mot que j'utilisais pour dire à ma mère, Linda. Il me fait me sentir en sécurité, maman, disais-je. Il gérait tout. Si ma voiture tombait en panne, Grayson envoyait un mécanicien avant même que je puisse en appeler un. Si j'avais passé une mauvaise journée au travail, Grayson était là avec le dîner et une bouteille de vin. Il était décisif. Il savait ce qu'il voulait, et il me faisait sentir que j'étais ce qu'il voulait. Nous passions les week-ends dans la maison du lac de sa famille. Nous allions dans des clubs de jazz tard le soir. Il m'a présenté à ses amis, et il me tenait toujours la main fermement comme s'il était fier de m'exhiber. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Harper », me chuchotait-il tard dans la nuit. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je le croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Il était parfait. Avec le recul maintenant, je vois les petites choses que j'ai manquées. Je vois comment il choisissait toujours le restaurant. Je vois comment il choisissait toujours le film. Je vois comment, si je n'étais pas d'accord avec lui, il souriait avec un peu de condescendance et disait « Fais-moi confiance là-dessus, chérie. » Mais à l'époque, je n'appelais pas ça du contrôle. J'appelais ça du leadership. Je pensais avoir de la chance d'avoir un homme qui prenait les choses en main. La demande en mariage a eu lieu exactement 1 an après notre rencontre. C'était la soirée la plus romantique de ma vie. Il m'a emmené à l'hôtel Skyline Région. Il avait loué la terrasse privée sur le toit. Il y avait des bougies partout, des centaines vacillant dans le vent. En dessous de nous, les lumières de la ville de Chicago s'étendaient comme une mer de diamants. Il m'a conduite au bord du balcon. Le vent soufflait dans mes cheveux, mais il les a lissés en arrière. Il a pris mes 2 mains. Harper, dit-il, la voix chargée d'émotion. Avant de te rencontrer, ma vie n'était que travail. Elle était grise. Tu as apporté de la couleur dans mon monde. Tu es si gentille, si douce. Je veux prendre soin de toi pour le reste de ma vie. Il a mis un genou à terre. Il a sorti une petite boîte en velours noir. À l'intérieur se trouvait un diamant si gros qu'il ne semblait pas réel. « Veux-tu m'épouser » J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai hoché la tête, balbutiant un oui. Il a glissé la bague à mon doigt. Elle était lourde. Elle donnait l'impression d'une encre. Il s'est levé et m'a embrassé, et j'avais l'impression de flotter. Je me souviens avoir pensé, je l'ai fait. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé l'amour dont tout le monde parle. Ma mère était ravie. Tu as tellement bien réussi, Harper, m'a-t-elle dit plus tard, en touchant la bague. Grayson est un homme bon. Il vient d'une bonne famille. Accroche-toi à lui. C'était le message que je recevais de tout le monde. Accroche-toi à lui. Tu as de la chance de l'avoir. Ne gâche pas tout. Pendant les mois suivants, j'ai vécu dans une bulle de bonheur. J'étais la future Madame Grayson Hale. Je me suis jetée dans la planification du mariage. Je voulais que tout soit parfait pour lui.
Je voulais être l'épouse parfaite. Je ne savais pas que l'homme qui m'avait demandé en mariage sur ce toit commençait déjà à disparaître. Je ne savais pas que la sécurité que je ressentais était en fait une cage qu'on construisait autour de moi, barreau par barreau. Je ne savais pas que la personne que j'aimais le plus au monde était capable de me regarder dans les yeux et de me détruire sans sourciller. Mais c'est ça le truc avec la trahison. Elle ne vient jamais de vos ennemis. Elle vient des gens en qui vous avez confiance. Elle vient des gens à côté de qui vous dormez. Et la chute de ce toit, la chute de ce sommet de bonheur, allait être longue et dure. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce n'est pas comme s'il s'était réveillé un matin et avait décidé d'être cruel. C'était lent. C'était comme de l'eau qui goutte sur une pierre, goutte après goutte, m'usant jusqu'à ce que je ne remarque même pas que je disparaissais. Cela a commencé environ 3 mois après les fiançailles. L'excitation de la demande était retombée et la réalité de la planification du mariage et de la fusion de nos vies s'était installée. La première fois que je l'ai vraiment senti, c'était lors d'une simple conversation au dîner. Nous mangions dans notre appartement. J'avais cuisiné. J'avais fait un poulet rôti exactement comme il l'aimait. Nous buvions du vin et j'ai commencé à parler de mon travail chez Blue Harbor Marketing. J'étais excitée parce que je venais de proposer une nouvelle campagne pour une chaîne de café locale et mon patron l'avait adoré. Ils veulent utiliser mon slogan, ai-je dit en souriant. Et je pense que si j'insiste pour des publicités sur les réseaux sociaux, nous pourrions vraiment augmenter leurs ventes de 20%. Grayson apose esa forehead. Il n'avait pas l'air impressionné. Il avait l'air fatigué. Harper, dit-il en soupirant. Peut-on ne pas parler de tes petits projets marketing maintenant? J'ai eu une journée sérieuse au cabinet. De l'argent réel est en jeu. Des millions. Mon sourire a vacillé. Oh, je suis désolé. J'étais juste. J'étais excité. Il a pris son verre de vin et l'a fait tourner. Je sais que tu es excité, bébé. C'est mignon, mais le marketing n'est pas exactement de la finance, n'est-ce pas? Ce ne sont que des images et des slogans. Ce n'est pas le gros du travail. Mignonne. Ce mot m'a piqué. Il a qualifié ma carrière de mignonne. J'ai ressenti un éclair d'agacement. Ce ne sont pas juste des images, Grayson. C'est de la psychologie du consommateur. C'est de la stratégie. Il a ri. Un rire court et sec. D'accord. D'accord. Ne sois pas sur la défensive. Je dis juste ça. Gardons les choses en perspective. Tu gères les slogans. Je gère le monde réel. Je suis restée silencieuse. Je me suis concentrée sur ma nourriture. Je me suis dit qu'il était juste stressé. Il subissait beaucoup de pression chez Hélène Mercé. Il essayait de devenir associé. Ce n'était pas personnel. Mais ensuite, cela a commencé à se produire plus souvent. Il a commencé à faire des blagues quand nous étions sortis avec des amis. Lors d'un barbecue, quelqu'un a posé des questions sur notre budget de mariage. « Oh, je gère le budget », a dit Grayson bruyamment, passant un bras autour de mon épaule. Harper n'est pas exactement un génie des maths. Si je lui laissais faire, nous serions en faillite en 1 semaine. Tout le monde a ri. Je me suis forcée à rire aussi, mais mes joues brûlaient. J'étais douée avec l'argent. J'avais vécu seule pendant des années. Je payais mes propres factures. Mais debout là, sous son bras lourd, je me sentais comme une enfant. Il te taquine juste, m'a chuchoté mon amie Sarah plus tard. Il t'aime. Je sais, ai-je dit. La critique est passée de mon travail à ma personnalité. Il a commencé à me dire comment m'habiller. Cette robe est un peu voyante, non? Disait-il avant que nous sortions. Pourquoi ne portes-tu pas la noire? C'est plus élégant, plus approprié pour un Hale. Alors je me changeais. Tu parles trop,
me chuchotait-il lors des soirées. Tu interromps les gens. Écoute simplement davantage. Ça te rend plus mystérieuse. Alors j'ai arrêté de parler. Tu es trop sensible, disait-il quand je pleurais parce qu'il avait oublié notre anniversaire ou annulé un rendez-vous à la dernière minute. Bon sang, Harper, pourquoi tout est un tel drame avec toi? Tu es tellement en demande d'attention. En demande d'attention. Dramatique. Pas sûr d'elle. C'étaient les mots qu'il plantait dans ma tête. Il les disait si souvent que j'ai commencé à les croire. Peut-être que je suis trop exigeante, pensais-je. Peut-être que je l'ennuie. Je dois être meilleure. Je dois être l'épouse calme et solidaire dont il a besoin. J'ai commencé à marcher sur des œufs dans ma propre maison. Je vérifiais mon humeur avant de parler. Je vérifiais ma tenue dans le miroir 3 fois pour m'assurer qu'il ne la critiquerait pas. J'ai arrêté de partager mes réussites professionnelles parce que je ne voulais pas l'ennuyer. Je devenais un fantôme dans ma propre relation. Un soir, environ 1 mois avant le mariage, nous étions assis dans le salon. Il travaillait sur son ordinateur portable. Je regardais des arrangements floraux pour la cérémonie. Grayson, ai-je demandé doucement. Quoi? Il n'a pas levé les yeux. Tu aimes les lys ou les roses? Le fleuriste doit savoir d'ici demain. Il a claqué son ordinateur portable. Le bruit m'a fait sursauter. Je m'en fiche, Harper. Ce sont des fleurs. Pourquoi m'embêtes-tu avec ces absurdités triviales? C'est pour notre mariage, ai-je dit, la voix tremblante. Je voulais juste que tu sois impliqué. Il s'est levé et s'est dirigé vers moi. Il s'est dressé au-dessus du canapé. Son visage n'était pas en colère. Il était dégoûté. Et c'était pire. Tu sais quel est le problème? A-t-il dit, sa voix effroyablement calme. Tu n'as rien d'autre dans ta vie. Toute ta vie, c'est juste ça. Moi. Le mariage. C'est étouffant. Tu ne comprendrais pas la pression que je subis. Tu ne comprendrais pas les finances ou les vraies responsabilités. Alors, laisse-moi gérer les choses importantes et toi, choisis juste les fleurs. D'accord? Je l'ai regardé. Les larmes me sont montées aux yeux. Ne pleure pas, a-t-il lancé. Je ne supporte pas quand tu pleures. C'est manipulateur. J'ai essuyé mes yeux instantanément. Je suis désolé, ai-je chuchoté. Je suis désolé, Grayson. Règle juste ça, a-t-il dit en s'éloignant vers la chambre. Je suis restée assise là, seule dans le salon sombre. J'ai senti un nœud lourd dans mon estomac. Une voix au fond de moi, une toute petite voix calme, a dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas de l'amour. Fuis. Mais ensuite, l'autre voix a pris le dessus. La voix qui l'avait entraîné. Il est stressé, me suis-je dit. Il est sur le point de devenir associé. Il paie pour le mariage. Je suis agaçante. Je dois le soutenir. Une fois le mariage passé, tout redeviendra normal. Il redeviendra l'homme doux du gala. J'ai tout rationalisé. J'ai trouvé des excuses à sa cruauté. Je me suis dit que si je l'aimais assez, si j'étais juste assez parfaite, il arrêterait de me regarder avec cette expression froide et ennuyée. Je n'ai pas vu le conditionnement émotionnel. Je n'ai pas vu qu'il me brisait pour que je ne le défie jamais. Je ne savais pas qu'il voyait déjà quelqu'un d'autre. Je ne savais pas que pendant que je pleurais sur le canapé, m'inquiétant pour des lys et des roses, il envoyait des SMS à Aubrey Knox. J'étais aveugle. Et parce que j'étais aveugle, je suis tombée droit dans le piège qu'il m'avait tendu lors du brunch. Je suis entrée droit dans l'abattoir, portant ma plus belle robe et un sourire plein d'espoir, pensant que nous célébrions notre avenir. Mais il n'y avait pas d'avenir. Il n'y avait que la fin, et elle arrivait plus vite que je ne pouvais l'imaginer.
Le jour du brunch était lumineux. C'était l'un de ces matins parfaits de Chicago, où le ciel est d'un bleu net et perçant. Nous étions dans un bistrot haut de gamme à Lincoln Park. C'était le genre d'endroit avec des nappes blanches, des tulipes fraîches sur chaque table et des serveurs qui versaient de l'eau avant même que votre verre ne soit à moitié vide. Nous étions là pour célébrer notre mariage à venir. Les invitations venaient d'être envoyées. L'acompte pour le lieu était payé. Ce brunch était censé être un remerciement à notre cortège nuptial et à nos parents. Ma mère, Linda, était assise en face de moi. Elle était magnifique. Elle avait acheté une nouvelle robe pour l'occasion, une soie bleu tendre assortie à ses yeux. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. « Je suis tellement heureuse pour toi, Harper », a-t-elle chuchoté. « Tu es radieuse. » J'ai souri, mais mon estomac était noué. Je m'étais sentie anxieuse toute la matinée. Grayson avait été silencieux dans la voiture en venant. Il avait tapé furieusement sur son téléphone, m'ignorant. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il a juste marmonné, « Occupé. » Laisse tomber. Maintenant, assis en bout de table, il semblait calme. Trop calme. Il ne mangeait pas ses œufs. Il buvait un scotch, ce qui était inhabituel pour lui à 11 heures du matin. Il fixait le mur, la mâchoire serrée. Nos amis riaient, faisant teinter leur verre de mimosa. Ma demoiselle d'honneur, Sarah, racontait une histoire drôle sur notre essayage de robe. Tout le monde était heureux. Puis Grayson s'est levé. Il n'a pas souri. Il n'a pas tapoté doucement son verre. Il a pris une cuillère et a frappé son verre fort. Clang, clang, clang. La table s'est tue. Puis les tables autour de nous se sont tues. J'ai une annonce à faire, a dit Grayson. Sa voix était forte. Elle portait à travers la pièce. J'ai levé les yeux vers lui, m'attendant à un toast. Je m'attendais à ce qu'il remercie tout le monde d'être venu. Je m'attendais à ce qu'il dise qu'il m'aimait. Il m'a regardé de haut. Ses yeux étaient vides. Il n'y avait aucune chaleur, aucun amour, pas même de la colère, juste un ennui froid et plat. Ce mariage n'aura pas lieu, a-t-il dit. Le temps s'est arrêté. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. J'ai eu un rire nerveux et confus. Grayson, qu'est-ce que tu... Il m'a coupé. Il ne m'a même pas laissé finir ma phrase. Je ne peux plus faire ça, a-t-il annoncé, s'adressant au groupe, s'adressant à la salle. Il parlait comme s'il faisait une présentation lors d'une réunion du conseil d'administration. J'ai essayé de faire fonctionner ça. J'ai porté cette relation pendant 2 ans, mais je ne peux pas épouser quelqu'un d'aussi peu sûr de soi. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui a besoin d'une validation constante. Honnêtement, Harper, c'est pathétique. Le mot m'a frappé comme une gifle physique. Pathétique. Ma mère s'est levée à moitié, sa chaise raclant bruyamment le sol. Grayson, qu'est-ce que tu fous? Grayson ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux sur moi. Il voulait s'assurer que j'entendais chaque mot. Il voulait s'assurer que je sentais chaque centimètre de la lame. Tu es un fardeau, Harper, a-t-il dit. Tu es embarrassante à fréquenter. J'ai besoin d'une partenaire, pas d'une enfant. Je mets fin à ça maintenant. Il a jeté sa serviette sur la table. Elle a atterri sur mon assiette, couvrant ma nourriture non mangée. Le silence était assourdissant. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Je pouvais sentir les yeux d'étrangers me brûler le dos. Les gens aux autres tables regardaient. Certains avaient sorti leur téléphone. Je ne pouvais pas respirer. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée par une main géante. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour me défendre, pour crier, mais rien n'est sorti. Juste un bruit d'étouffement sec.
J'ai regardé Sarah. Elle avait la main sur la bouche. J'ai regardé ma mère. Elle était pâle, tremblante de rage. J'ai regardé Grayson une dernière fois. Il n'était pas triste. Il avait l'air soulagé. Il avait l'air suffisant. Il avait mis ça en scène. Il avait planifié ce moment pour infliger le maximum de dégâts possible. Il ne voulait pas simplement rompre avec moi. Il voulait me détruire. Il voulait m'humilier tellement que je ne pourrais plus jamais regarder ces gens dans les yeux. Je me suis levée. Mes jambes ressemblaient à de la gelée. Je n'ai pas pris mon sac à main. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste retournée et j'ai marché. Harper, a crié ma mère. J'ai continué à marcher. Je suis passée devant les étrangers qui me fixaient. Je suis passée devant le comptoir d'accueil. Je suis sortie par la porte d'entrée et je suis entrée dans la lumière vive et aveuglante du soleil. L'air extérieur était froid. J'ai haleté, essayant de remplir mes poumons. J'ai trébuché vers le côté du bâtiment et je me suis appuyée contre le mur de briques rugueux. Mes genoux ont lâché et j'ai glissé jusqu'à être accroupie sur le trottoir, ma robe chère traînant dans la saleté. Mon téléphone a vibré dans ma main. Je l'ai regardé à travers des yeux brouillés et remplis de larmes. C'était un SMS de Grayson. Ne fais pas de scène. Tu nous as assez embarrassés. Rentre à la maison. Il venait de m'humilier devant tout ce que j'aimais, et il me disait de ne pas faire de scène. J'ai mis ma tête entre mes genoux et j'ai crié, mais c'était un cri silencieux. Aucun son n'est sorti, juste le fracas de ma vie entière. Je ne me souviens pas comment je suis rentrée à notre appartement. Je crois que j'ai pris un taxi. Je me souviens du chauffeur me demandant si j'allais bien, et je me souviens avoir regardé par la fenêtre, incapable de parler. L'appartement était calme. Il sentait son eau de Cologne. Ses chaussures étaient près de la porte. Sa tasse de café était encore sur le comptoir depuis ce matin-là. Cela ressemblait à un musée d'une vie qui n'existait plus. Je suis entrée dans la chambre et je me suis effondrée sur le lit. Je n'ai pas enlevé mes chaussures. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je me suis juste mise en boule et j'ai laissé la douleur prendre le dessus. Ce n'était pas juste de la tristesse. C'était une agonie physique. J'avais l'impression que mes os se brisaient. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma tête martèle si fort que je ne voyais plus clair. J'ai pleuré pour la fille qui pensait être en sécurité. J'ai pleuré pour les années que j'avais gaspillées à essayer d'être parfaite pour un homme qui me détestait. Des heures ont passé. Le soleil s'est couché. La pièce est devenue sombre. Je suis restée allongée là dans le silence, attendant qu'il rentre. Une partie de moi, la partie pathétique et brisée, espérait qu'il passerait la porte et dirait que tout était une erreur, qu'il avait craqué, qu'il était désolé. Mais il n'est pas venu. Vers minuit, les larmes ont cessé. C'était étrange. Une minute, je sanglotais, cherchant de l'air. La minute suivante, ça s'est juste arrêté. Je suis restée allongée sur le dos, fixant les ventilateurs de plafond tournés lentement dans l'obscurité. Mon corps semblait lourd, vidé, creusé, mais mon esprit commençait à s'éclaircir. Le brouillard du choc se levait et quelque chose d'autre prenait sa place. La clarté. J'ai repassé la scène du restaurant dans ma tête. J'ai repassé ces mots. Pas sûr d'elle. Pathétique. Fardeau. J'ai pensé au SMS. Ne fais pas de scène. Et puis j'ai réalisé quelque chose. Il n'a pas mis fin à tout ça à la maison parce qu'il avait peur. Il a mis fin à tout ça en public parce qu'il voulait contrôler le récit. Il voulait être l'homme fort et décisif qui coupe les ponts avec la femme folle. Il voulait un public. C'était une démonstration de force. Il a traité notre relation comme un mauvais investissement dont il devait se débarrasser. Il m'a traité comme un passif.
Je me suis assise. Ma tête tournait, mais mes mains étaient stables. J'ai regardé la bague à mon doigt, le lourd diamant que je considérais comme une promesse. Maintenant, il ressemblait à une entrave. Il ressemblait à un paiement pour mon silence. Je l'ai retirée. Elle a laissé une marque blanche pâle sur mon doigt. J'ai posé la bague sur la table de nuit. Clink. Je me suis levée et je suis allée à la salle de bain. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient rouges et bouffis. Mon mascara avait coulé sur mes joues. Je ressemblais à une épave. Non, ai-je dit à mon reflet. Ma voix était rauque, mais elle était ferme. Plus jamais. Je suis allée dans le salon et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Grayson était un homme intelligent. C'était un as de la finance. Il était doué pour manipuler les chiffres et il était doué pour manipuler les gens. Mais il avait un défaut fatal. Un défaut que la plupart des hommes arrogants ont. Il m'a sous-estimé. Il pensait que j'étais stupide. Il pensait que j'étais juste la fille du marketing qui choisissait des fleurs et hochait la tête à ses blagues. Il pensait que je ne comprenais pas son monde. Il pensait que je ne faisais pas attention. Mais je faisais attention. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans cet appartement. Pendant 2 ans, j'ai écouté ses appels téléphoniques. J'ai vu les documents qu'il laissait sur la table de la cuisine. Je connaissais ses mots de passe parce qu'il était trop paresseux pour les changer et me demandait de vérifier ses emails quand il conduisait. Il pensait que j'étais trop émotive pour être une menace. Il pensait que je passerais le mois suivant à pleurer au lit, le suppliant de revenir. Il ne s'attendait pas à ce que je me batte. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où il m'avait dit que ma carrière était mignonne. J'ai fait craquer mes doigts. J'ai ouvert un document vierge. Je n'allais pas rayer sa voiture. Je n'allais pas brûler ses vêtements. C'est ce que ferait l'ex-copine folle. Et je n'allais pas lui donner la satisfaction d'avoir raison. J'allais faire quelque chose de bien pire. J'allais regarder les faits. Je me suis connectée à notre compte cloud partagé. Il avait synchronisé son téléphone avec l'iPad du salon il y a des mois et ne l'avait jamais déconnecté. Il avait probablement oublié. J'ai commencé à faire défiler. Je ne cherchais pas à tourner la page. Je cherchais des munitions. Et en cliquant sur les dossiers, en voyant les eurodatages, les reçus, les discussions archivées, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de creuser très profond. L'homme qui m'avait traité de pathétique avait été très négligent. Ma tristesse avait disparu. Elle était remplacée par une concentration froide et tranchante. Je me sentais comme un chirurgien se préparant pour une opération. D'accord, Grayson, pensais-je en tapant le mot de passe qu'il utilisait pour tout. Tu veux gérer les choses importantes? Voyons comment tu gères ça. Grayson n'est pas rentré ce soir-là. Il n'est pas rentré la nuit suivante non plus. Pendant 3 jours, l'appartement était silencieux. Par le passé, cela m'aurait rendu folle d'inquiétude. J'aurais appelé sa mère. J'aurais appelé ses amis. Je lui aurais envoyé 50 SMS, le suppliant de me dire s'il allait bien. Mais cette fois, je n'ai pas envoyé un seul message. Je savais exactement ce qu'il faisait. Cela faisait partie de la punition. Il m'infligeait ce traitement silencieux. Il attendait que je panique. Il voulait que je reste assise dans notre appartement à mariner dans ma propre honte pour que, quand il franchirait enfin la porte, je sois tellement désespérée d'avoir son approbation que j'accepterais n'importe quoi. Je m'excuserais de l'avoir embarrassé. J'accepterais la rupture à ses conditions. Il pensait que je faisais les 100 pas en pleurant. Mais je ne faisais pas les 100 pas. J'étais assise à la table de la cuisine avec une cafetière de café fort et son iPad. J'avais 3 jours. C'était une vie entière dans le monde numérique. J'ai commencé par les bases. J'ai parcouru ses emails.
Je savais que son mot de passe était Mercé 2020 parce qu'il manquait d'imagination et ne pensait jamais que quelqu'un oserait l'espionner. Au début, ce n'était que des emails professionnels, des résumés financiers ennuyeux, des invitations à des réunions, des mises à jour de conformité. Mais ensuite, j'ai vu un dossier intitulé « Personnel ». J'ai cliqué dessus. Mon cœur martelait contre mes côtes, non pas de peur, mais d'anticipation. Il y avait des reçus, des centaines. Grayson était un cadre en voie de devenir associé. Il avait une carte de crédit d'entreprise. Il était strict sur l'argent, mon argent. Il surveillait mes dépenses comme un faucon. Mais ici, dans son dossier personnel, il y avait une trace d'indulgence que je n'avais jamais vue. J'ai vu des reçus d'hôtel pour le Skyline Région. Le même hôtel où il m'avait demandé en mariage. Les dates ne correspondaient pas à nos anniversaires. Elles correspondaient aux nuits où il m'avait dit qu'il travaillait tard ou qu'il divertissait des clients. 12 mars, mardi, une nuitée. Service en chambre. Champagne, fraises, huîtres. Je me souvenais du 12 mars. J'étais malade avec la grippe. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas rentrer tôt parce qu'il concluait une affaire avec une entreprise japonaise. Il m'avait dit de prendre du Nikil et de dormir. Pendant que je frissonnais au lit avec de la fièvre, il buvait du champagne au Skyline Région. J'ai continué à faire défiler. Le nom sur la réservation a attiré mon attention. Ce n'était pas seulement son nom. Le deuxième invité était listé sur la facture, Aubrey Knox. Je me suis figé. Je connaissais ce nom. Aubrey était une analyste junior dans son cabinet. Je l'avais rencontrée une fois à une fête de Noël. Elle était jeune, peut-être 22 ans, fraîchement sortie de l'université. Elle avait de grands yeux innocents et m'avait dit à quel point elle admirait le mentorat de Grayson. Mentorat. J'ai ressenti une vague de nausée. Mais je l'ai ravalé. Je n'avais pas le temps d'être malade. J'ai changé d'application. Je suis allé dans ses messages. Comme l'iPad était synchronisé avec son téléphone, les messages se sont chargés instantanément. J'ai fait défiler jusqu'en mars et c'était là. Grayson, elle est encore malade. Si nécessiteuse. Je vais lui dire que je suis coincé au bureau. Rejoins-moi à 20h. Aubrey, pauvre petite chose. Tu travailles si dur pour elle. Je serai là. Porte la cravate bleue. Grayson, j'ai hâte de m'éloigner des jérémiades. Tu es la seule qui me comprend, Aubrey. J'ai lu les textos avec un détachement étrange. C'était comme lire un scénario sur la vie de quelqu'un d'autre. Il se moquait de moi. Il se moquait de ma cuisine. Il se plaignait de la planification du mariage. Il lui disait que je l'étouffais, et elle nourrissait son ego. Elle lui disait qu'il était un génie. Elle lui disait qu'il méritait mieux. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus intéressant que l'adultère. Je suis retournée au reçu. Je les ai recoupés avec son calendrier de travail. La nuit du 12 mars, la chambre d'hôtel a été payée avec sa carte American Express d'entreprise. La note de frais était jointe dans un brouillon de mail. Description de la dépense, développement client. Réunion avec des investisseurs potentiels. Il passait ses dépenses d'adultère en frais professionnels pour le cabinet. Je me suis adossée à la chaise. C'était ça. Dans le monde de la haute finance, tromper sa fiancée est mal vu, mais ce n'est pas un crime. Mais voler le cabinet, détourner les fonds des clients, mentir sur les notes de frais, c'était une faute grave menant au licenciement. C'était un suicide professionnel. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé des itinéraires de vol pour une conférence à Miami qui n'existait pas. Il avait emmené Aubrey pour un week-end, payé par Hélène Mercé. J'ai trouvé des emails où il transférait des listes de clients confidentiels vers son email personnel.
Une autre violation massive de son contrat. Il était arrogant. Il pensait être intouchable. Il pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui parce qu'il était un Hale. J'ai passé les 2 jours suivants à imprimer. Je n'ai pas seulement fait des captures d'écran. J'ai téléchargé les fichiers bruts. Je les ai organisés dans des dossiers. Dossier 1, la liaison, preuve de caractère. Dossier 2, fraude aux dépenses, preuve de vol. Dossier 3, violation de confidentialité, preuve de responsabilité. J'ai tout enregistré sur un disque dur externe. Puis je l'ai enregistré sur un compte cloud qu'il ne connaissait pas. Puis j'ai envoyé les fichiers par email à ma sœur dans l'Ohio, juste au cas où. Je finissais la dernière sauvegarde quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. C'était le 4e jour. Il était de retour. J'ai rapidement fermé l'ordinateur portable et je me suis assise sur le canapé. J'ai attrapé un magazine et fait semblant de lire. La porte s'est ouverte. Grayson est entré. Il avait l'air frais, bien reposé. Il portait un costume élégant. Il a jeté ses clés dans le bol. Il m'a regardé, s'attendant à voir une épave. Il s'attendait à voir des yeux rouges et des mouchoirs. J'ai levé les yeux calmement. Bonjour, Grayson. Il a cligné des yeux. Il semblait déçu que je ne sois pas en train de sangloter sur le sol. Harper, dit-il, son ton sec. Je suppose que tu t'es calmé. Oui, ai-je dit. Il est allé dans la cuisine et s'est versé un verre d'eau. Il parlait en me tournant le dos. Je suis resté à l'hôtel. J'avais besoin d'espace. Tu étais hystérique au brunch. C'était embarrassant, franchement. Je sais, ai-je dit. Je suis désolé pour la scène. Il s'est retourné, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Eh bien, au moins tu peux l'admettre. Écoute, Harper, je maintiens ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Tu es trop émotive. Tu as raison, ai-je menti. J'ai beaucoup réfléchi et tu as raison. Je n'ai pas été la partenaire dont tu as besoin. Il s'est détendu. Ses épaules sont retombées. Il a bu une gorgée d'eau. Il avait gagné. Dans son esprit, il m'avait écrasé. Et maintenant j'acceptais son récit. Je suis content que tu vois ça, dit-il, sa voix dégoulinante de condescendance. Je ne suis pas un mauvais gars, Harper. Je te laisserai rester ici quelques semaines jusqu'à ce que tu trouves un endroit. Je ne vais pas te mettre à la rue. Je te donnerai même un peu d'argent pour la caution. Considère ça comme une indemnité de départ. Une indemnité de départ. Comme si j'étais une employée licenciée. Merci, Grayson. Ai-je dit doucement. C'est très généreux. Reste juste hors de mon chemin, a-t-il dit en se dirigeant vers la chambre. J'ai une grosse semaine qui arrive. Je suis en lice pour la promotion d'associé principal. J'ai besoin de concentration. Je ne te dérangerai pas, ai-je promis. Il est allé dans la chambre et a fermé la porte. J'ai regardé la porte fermée. J'ai regardé le disque dur externe dans ma poche. Tu n'as aucune idée, pensais-je. Tu n'as absolument aucune idée de ce qui arrive. Le lendemain matin, Grayson est parti travailler tôt. Il si flottait. Il se sentait léger. Il s'était débarrassé du poids mort de notre relation, et il l'avait fait sans se battre. Il pensait être libre. Je rentrerai tard ce soir, a-t-il lancé en partant. Ne m'attends pas. Non, ai-je dit. Dès que les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'ai bougé. Je n'avais pas grand-chose. Quand on vit avec un narcissique, on apprend à ne pas prendre de place. La plupart des meubles étaient à lui. L'art était à lui.
L'électronique était à lui. J'avais mes vêtements, mes livres, mes ustensiles de cuisine. J'avais appelé une entreprise de déménagement la veille. Ils sont arrivés à 9 heures précises. Juste les cartons dans la chambre et la cuisine? A demandé le déménageur. Oui, ai-je dit. Tout ce qui est étiqueté Harper. Cela leur a pris 2 heures. J'ai regardé pendant qu'ils dépouillaient l'appartement de ma vie. Le placard est devenu à moitié vide. L'étagère de la salle de bain a été débarrassée de mes crèmes et parfums. La table de nuit était nue. C'était étrange à quel point 2 ans de vie pouvaient être emballés rapidement dans des cartons. Quand les déménageurs sont partis, l'appartement semblait froid. Il resonnait. J'ai fait un dernier tour. J'ai vérifié sous le lit. J'ai vérifié les tiroirs. Je voulais m'assurer de ne rien laisser derrière moi. Aucune trace de moi. Je suis allé dans le salon. J'ai sorti la bague de fiançailles de ma poche. Je l'ai posée sur la table à manger. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas écrit de lettres larmoyantes expliquant mes sentiments. Je n'ai pas écrit « Va au diable ». J'ai juste laissé la bague. Elle était là, scintillant au soleil, froide et dure. J'ai enlevé ma clé de l'anneau. Je l'ai placée à côté du diamant. Puis je suis sorti. J'ai fermé la porte doucement. Clic. C'était fini. J'étais parti. J'ai emménagé dans un petit studio à Wicker Park. C'était minuscule. La vue donnait sur un mur de briques, pas sur le lac. Le plancher craquait, mais c'était à moi. J'ai déballé mes cartons. J'ai fait mon lit. J'ai commandé une pizza et je l'ai mangée par terre. Pour la première fois en 2 ans, j'ai respiré. Ma poitrine s'est pleinement dilatée. Il n'y avait personne pour critiquer ma façon de mâcher. Personne pour me dire que l'appartement était en désordre. Personne pour me faire sentir petite. Puis le téléphone a commencé à vibrer. Il était 19h30. Grayson était rentré. BZZ, BZZ, BZZ. Je l'ai mis sous silence. Puis sont arrivés les SMS. Grayson, 19h32, t'es où? Grayson, 19h45, l'appartement est vide. Tu as damage? Tu aurais pu me le dire. Grayson, 20h, ces gamins, Harper. S'enfuir sans dire au revoir. To peek. Grayson, 20h30, très bien. Si tu veux être dramatique, sois dramatique. Bonne chance pour payer le loyer toute seule. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai même pas marqués comme lus. Le lendemain, le récit a commencé. Mon amie Sarah m'a appelé. Harper, ça va? A-t-elle demandé, la voix inquiète. Je vais bien, Sarah. Je vais très bien. Pourquoi? J'ai croisé Mike, l'ami de Grayson. Il m'a dit que tu avais fait une dépression. Il a dit que tu avais saccagé l'appartement et que tu t'étais enfui. Il a dit que Grayson est vraiment inquiet pour ta stabilité mentale. J.I.R. C'était un rire sincère. Je n'ai rien saccagé, Sarah. J'ai emballé mes vêtements et je suis partie. L'appartement est impeccable. Il dit à tout le monde que tu es instable, a dit Sarah. Il joue la victime. Il dit qu'il a essayé de t'aider, mais que tu étais trop toxique pour être sauvé. Laisse-le parler, ai-je dit calmement. Harper, tu devrais te défendre. Va sur Facebook, écris un post, dis aux gens ce qu'il a fait au brunch. Non, ai-je dit. Pourquoi pas? Parce que, ai-je dit en regardant le disque dur posé sur mon nouveau bureau. Si je me dispute avec lui maintenant, ça ressemble juste à une rupture désordonnée. Ça ressemble à sa parole contre la mienne. Alors, tu vas juste le laisser gagner?
a demandé Sarah. Non, ai-je dit. J'attends juste le bon moment. Grayson a passé les 3 mois suivants à réécrire l'histoire. Il était charmant. Il était le héros au cœur brisé qui avait échappé à une femme folle. Il allait dans des soirées et soupirait, racontant aux gens à quel point c'était dur de gérer mes sautes d'humeur. Il postait des photos de lui travaillant tard, l'air sérieux et important. Il postait des photos de sa nouvelle liberté. J'ai vu des photos de lui avec Aubrey. Il n'était pas encore officiel, mais elle était toujours à l'arrière-plan en train de sourire. Il pensait que j'étais partie. Il pensait que je me tairais dans un trou quelque part, honteuse de moi-même. Il a arrêté de m'envoyer des SMS après une semaine. Il a probablement bloqué mon numéro. Il se sentait en sécurité. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'avais besoin qu'il se sente en sécurité. J'avais besoin qu'il se sente confiant. J'avais besoin qu'il grimpe aussi haut que possible parce que plus on grimpe haut, plus la chute est dure. J'ai suivi sa carrière. J'ai vu l'annonce sur LinkedIn. Hale Mercer est fier d'annoncer la promotion prochaine de Grayson Hale au poste d'associé principal. Il y avait un gala prévu, un grand dîner pour célébrer les nouveaux associés. Ça allait être la plus grande soirée de sa carrière. Le PDG serait là. Ses parents seraient là. Des clients importants seraient là. Et Aubrey serait là. J'ai regardé le calendrier. Le dîner était dans 2 semaines. J'ai regardé mon dossier. Il était organisé, indexé et prêt. Je n'avais pas seulement rassemblé des preuves de l'adultère. J'avais monté un dossier juridique. Je l'avais structuré parfaitement pour déclencher chaque alarme de conformité dans le cabinet. Je n'étais plus seulement une ex-fiancée bafouée. J'étais une lanceuse d'alerte. J'ai pris ma tasse de café dans mon petit appartement calme. Profite de ton tour d'honneur, Grayson, ai-je chuchoté à la pièce vide. Il va être court. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté cet appartement. Durant ces 3 mois, je n'étais pas restée assise à rien faire. Je me reconstruisais. J'avais trouvé un nouveau travail dans une agence plus petite, une qui valorisait réellement mes idées. Je peignais à nouveau. Je renouais avec des amis dont je m'étais éloignée parce que Grayson ne les aimait pas. Je respirais de l'air frais. Mais au fond de mon esprit, il y avait toujours l'horloge qui tournait. Je connaissais la date, le 15 octobre. Elle était gravée dans mon cerveau parce que Grayson en avait parlé pendant 1 an. C'était le dîner annuel des associés principaux de Hale Mercer. C'était la nuit où il annonçait la nouvelle direction. C'était la nuit où il serait couronné. Il avait acheté un smoking sur mesure pour l'occasion. Il avait réservé une table pour ses parents. Il avait probablement déjà écrit son discours d'acceptation. J'imaginais la scène. Les lustres en cristal de la salle de bal de l'hôtel Drake, l'argenterie lourde, le vin coûteux. Grayson debout là, rayonnant de succès, tenant la main d'Aubrey sous la table, pensant qu'il s'en était tiré avec tout. Il pensait être le roi du monde. Mais les rois se font renverser. Le matin du 15 octobre, je me suis réveillée tôt. Je suis allée courir le long du lac. L'air était vif et froid. Je me sentais calme. Il n'y avait aucun tremblement dans mes mains. Il n'y avait aucune colère dans ma poitrine. Il y avait juste un sens du devoir. Je suis retournée à mon appartement, j'ai pris une douche et je me suis fait une tasse de thé. Puis je me suis assise à mon bureau. Il était temps. Je ne voulais pas faire de scène au dîner. Je ne voulais pas être l'ex-folle qui déboule avec un verre de vin à lui jeter au visage. Ça, c'était du drame de cinéma. C'était désordonné. Et cela ferait que les gens auraient pitié de lui. Je voulais quelque chose de plus propre. Je voulais quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. J'ai ouvert mes emails. J'avais rédigé l'email il y a des semaines. L'objet était simple,
Urge, rapport de violation de l'éthique et de mauvaise conduite financière, Grayson Hale. Les destinataires étaient choisis avec soin. Premièrement, le chef du comité d'éthique chez Hale & Mercer. Deuxièmement, le directeur financier. Troisièmement, l'associé gérant, le patron de Grayson. Quatrièmement, le chef des RH. J'ai joint le dossier. C'était un PDF de 50 pages, organisé avec une table des matières. Section 1, détournement de fonds de l'entreprise. C'était le coup fatal. J'avais joint chaque reçu où il utilisait la carte d'entreprise pour son luxe personnel. Les chambres d'hôtel pour l'adultère, les dîners, les cadeaux, clients qui étaient en fait des bijoux pour Aubrey. Cela totalisait plus de 15 000 $. À l'échelle d'un cabinet d'1 milliard de dollars, 15 000 $, ce n'était pas beaucoup d'argent. Mais pour un cadre qui gère l'argent des autres, c'était du vol. C'était un abus de confiance. C'était illégal. Section 2, violation de la confidentialité. J'avais joint les captures d'écran de lui transférant des listes de clients vers son email personnel. J'avais joint les photos de documents de fusion confidentiels qu'il avait laissés traîner sur notre table de cuisine, que j'avais photographiés juste au cas où. Section 3, violation de la politique de fraternisation. J'avais inclus la preuve de sa relation avec Aubrey Knox, une subordonnée directe. Dans leur manuel d'entreprise, que j'avais trouvé en ligne, les relations entre gestionnaires et subordonnés étaient strictement interdites sans divulgation au RH. Ils ne l'avaient pas divulgué. Ils l'avaient caché. Et enfin, section 4, preuve de moralité. J'avais inclus la vidéo du restaurant. Une amie à moi avait enregistré le toast, pensant que ce serait un moment heureux. Elle avait tout capturé. Grayson tapant sur le verre. Grayson me traitante pathétique. Grayson m'humiliant pendant que sa mère regardait avec horreur. Je n'ai pas inclus cela pour des raisons juridiques. Je l'ai inclus pour leur montrer exactement qui il promouvait. Je voulais qu'ils voient la cruauté. Je voulais qu'ils voient que l'homme souriant dans leur salle de conseil était un homme qui prenait plaisir à détruire les gens. J'ai regardé l'horloge. Il était 18h45. Le dîner commençait à 19h. Tout le monde serait assis. Ils vérifieraient leur téléphone une dernière fois avant que les discours ne commencent. J'ai pris une profonde inspiration. Pour chaque fois que tu m'as dit que j'étais stupide, pensais-je. Pour chaque fois que tu m'as dit que je n'étais pas sûre de moi. Pour chaque fois que tu m'as fait me sentir petite pour que tu puisses te sentir grand. J'ai appuyé sur envoyer. L'email est parti. Je me suis adossée à ma chaise. C'était fait. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir ce qui se passait. Je pouvais le voir parfaitement dans mon esprit. J'imaginais les téléphones vibrer dans les poches. J'imaginais le chef de l'éthique froncer les sourcils, sortir son téléphone, lire l'objet. J'imaginais qu'il tapait sur la pièce jointe. J'imaginais son visage devenir pâle en voyant les reçus. J'imaginais qu'il se penchait pour chuchoter au PDG. J'imaginais le PDG regardant Grayson à travers la pièce. Grayson, qui riait probablement, tenant un verre de champagne, ignorant que le sol était sur le point de s'effondrer sous lui. J'imaginais le changement dans la salle, les chuchotements, la froideur soudaine. Ce n'était pas une explosion bruyante. C'était une suffocation silencieuse. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je me suis versé un verre de vin, j'ai commandé à emporter chez mon Thaïlandais préféré et j'ai mis un film. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait en 2 ans. L'effondrement n'a pas été instantané. Ce fut une glissade lente et agonisante. Le lendemain matin, mon téléphone était calme. Grayson n'a pas appelé. Il était probablement trop occupé à essayer d'éteindre l'incendie que j'avais allumé.
J'ai entendu parler de ce qui s'était passé par le bouche à oreille. Chicago est une grande ville, mais les cercles professionnels sont petits. Mon amie Sarah m'a appelé 2 jours plus tard. Elle était essoufflée. Harper, a-t-elle dit. Tu as entendu? Entendu quoi? Ai-je demandé, jouant l'innocente. Grayson. Il n'a pas eu la promotion. Vraiment? Ai-je dit. C'est dommage. C'est pire que ça, a chuchoté Sarah. Ma cousine travaille au RH chez Helen Mercer. Elle a dit que la sécurité l'a escortée hors du bâtiment ce matin. Un petit sourire froid a touché mes lèvres. Escortée dehors? Oui. Ils l'ont suspendue en attendant une enquête. Apparemment, quelqu'un a envoyé un dossier massif de preuves. Ils disent qu'il volait l'entreprise. Harper. Tu étais au courant? Je savais qu'il était négligent avec l'argent, ai-je dit simplement. Je suppose que ça l'a rattrapé. Et Aubrey, a continué Sarah. Elle est partie aussi. Ils l'ont virée pour violation de politique. C'est un énorme scandale. Tout le monde en parle. Ses parents sont apparemment dévastés. J'ai ressenti un pincement de pitié pour ses parents. C'étaient des gens honnêtes, mais ils avaient élevé un fils qui pensait être au-dessus des lois, et il avait regardé m'humilier sans dire un mot. Il faisait partie du système qui le protégeait. Au cours de la semaine suivante, les dominos ont continué de tomber. Parce que le monde financier est bâti sur la réputation, la nouvelle a voyagé vite. Grayson Hale fait l'objet d'une enquête. Grayson Hale a truqué les comptes. Grayson Hale est un handicap. Les offres d'emploi qu'il pensait obtenir des concurrents, elles se sont évaporées. Personne n'embauche un cadre financier qui a été signalé pour fraude aux dépenses. C'est le seul péché impardonnable dans la banque. Vous pouvez être un con, mais vous ne pouvez pas voler. Il était sur liste noire. Sa vie sociale s'est effondrée ensuite. Les amis qui avaient ri à ses blagues? Il ne voulait pas être associé à un échec. Il ne voulait pas être vu avec un homme qui faisait l'objet d'une enquête par son propre cabinet. Les invitations ont cessé d'arriver. Et finalement, un mardi soir pluvieux, 10 jours après l'email, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que j'avais supprimé, mais je l'ai reconnu instantanément. J'ai fixé l'écran. Grayson. J'ai laissé sonner 3 fois. Puis j'ai décroché. Allô? Toi? A-t-il sifflé? Sa voix sonnait terrible. Elle était brisée, désespérée et remplie d'une rage si brute qu'elle vibrait à travers le téléphone. Il avait l'air ivre. Bonjour, Grayson, ai-je dit. Ma voix était stable. C'était la voix de la femme qui était trop faible pour gérer la réalité. Tu has ruiné ma vie. A-t-il crié. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Tu as tout détruit. Ma carrière, ma réputation, tout est parti. Ils m'ont viré, Harper. Ils m'ont viré. J'ai entendu, ai-je dit. Pourquoi? A-t-il hurlé. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'ai rompu avec toi. Parce que je ne voulais pas t'épouser. Tu es tellement vindicative. Tu es follé. Je l'ai écouté crier. Je l'ai écouté me blâmer. Je l'ai écouté tourner l'histoire où il était la victime et j'étais le monstre. Il n'avait pas changé. Il n'avait rien appris. Il pensait toujours que le monde lui devait tout. Tu as fini? Ai-je demandé calmement. Il a arrêté de halter. Quoi? Je n'ai pas ruiné ta vie, Grayson, ai-je dit. J'ai parlé lentement pour qu'il ne rate pas un mot. Je ne t'ai pas obligé à voler l'entreprise. Je ne t'ai pas obligé à coucher avec ta stagiaire. Je ne t'ai pas obligé à mentir sur tes notes de frais. Tu as fait tout ça toi-même. J'allais devenir associé,
a-t-il sangloté. C'était un son pathétique. J'allais être riche. Tu l'étais, ai-je convenu. Mais tu as fait une erreur. Quelle erreur? A-t-il craché. Tu as pensé que tu pouvais me traiter comme une ordure et t'en tirer indemne. Ai-je dit. Tu as pensé que j'étais faible. Tu as pensé que j'étais stupide. Tu as pensé que je ne vérifierais pas les reçus. Silence à l'autre bout. Je ne t'ai pas ruiné, Grayson, ai-je dit, sentant un profond sentiment de paix s'installer en moi. J'ai juste arrêté de te protéger. J'ai juste montré au monde qui tu es vraiment. Harper, s'il te plaît, a-t-il dit, sa voix changeant soudainement, devenant désespérée. S'il te plaît, si tu retires ta déclaration, si tu leur dis que c'était une erreur, peut-être que je peux sauver ça. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. On peut parler. On peut. Je l'ai coupé. Au revoir, Grayson. Harper, n'ose pas raccroche. Clic. J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué le numéro. Je me suis assise dans mon appartement. C'était calme. La pluie tapait contre la fenêtre. Je m'attendais à ressentir une vague de joie. Je m'attendais à avoir envie de sauter partout, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais juste légère. Le poids lourd de son jugement, le poids de sa voix dans ma tête me disant que je n'étais pas assez bien. C'était parti. Ça s'était évaporé. Il n'était plus un monstre. Il n'était qu'un homme triste et en colère, sans emploi et personne à blâmer que lui-même. Il était petit, et j'étais libre. 6 mois, c'est court dans une vie, mais c'est une éternité dans une guérison. C'était avril à Boston. La ville était en fleurs. Les arbres étaient couverts de bourgeons et l'air sentait la pluie et le pavé mouillé. Je me tenais dans les coulisses du sommet des femmes leaders, un nom horrible. C'était une conférence massive tenue dans un centre de convention pouvant contenir 5000 personnes. Les lumières étaient vives. Le bourdonnement de la foule de l'autre côté du rideau de velours ressemblait à l'océan. Il y a 1 an, le son de cette foule m'aurait terrifié. Il y a 1 an, j'étais la fille qui ne pouvait pas choisir des fleurs sans qu'on lui dise qu'elle était agaçante. J'étais la fille qui s'excusait de prendre de la place. J'étais la fille frissonnant contre un mur de briques à Lincoln Park pendant que mon fiancé m'envoyait des SMS pour que j'arrête de faire une scène. Mais je n'étais plus cette fille. J'ai ajusté le boîtier du microphone à ma taille. J'ai lissé mon blazer. C'était un costume blanc taillé sur mesure. Je l'avais acheté avec mon propre argent grâce à mon nouveau salaire. Je ne travaillais plus à un niveau junior. Après le scandale Grayson, après avoir exposé la pourriture chez Hélène Mercé, je m'attendais à être mise sur liste noire aussi. Je pensais que les gens me verraient comme une balance. J'avais tort. Un cabinet à Boston, un énorme groupe de stratégie dirigé par des femmes, a vu mon dossier. Elles n'ont pas vu une ex-copine vindicative. Elles ont vu une attention médico-légale aux détails. Elles ont vu quelqu'un qui comprenait la conformité, la finance et la stratégie mieux que la plupart des cadres. Elles m'ont embauchée comme directrice des opérations. Elles ont doublé mon salaire. Elles m'ont donné une équipe. Harper, a chuchoté le régisseur en tapotant son casque. Tu passes dans 30 secondes. Je suis prête, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. La voix de l'annonceur a retenti dans les haut-parleurs. Veuillez accueillir notre conférencière principale sur le thème de la résilience et de la reprise du pouvoir, Harper Cole. Le rideau s'est ouvert. Les applaudissements m'ont envahi. J'ai marché jusqu'au centre de la scène. Le projecteur m'a frappé, aveuglant, mais je n'ai pas plissé les yeux. J'ai regardé la mer de visages. Des femmes de tous âges, certaines jeunes débutantes, d'autres plus âgées, vétérans du monde de l'entreprise. J'ai pris une profonde inspiration. Il y a 6 mois,
ai-je commencé, ma voix claire et stable. On m'a dit que j'étais pathétique. La salle est devenue silencieuse. On m'a dit que je manquais d'assurance. On m'a dit que j'étais un fardeau. C'est la personne qui était censée me protéger qui me l'a dit, devant tout ce que j'aimais. J'ai fait une pause. J'ai laissé les mots s'imprégner. Je l'ai cru. J'ai continué. C'est la partie la plus dangereuse de la violence psychologique. Ce ne sont pas les insultes qu'ils vous lancent. C'est le moment où vous commencez à les attraper et à les garder. C'est le moment où vous êtes d'accord avec eux. J'ai marché lentement sur la scène. Je n'utilisais pas de notes. Je n'en avais pas besoin. Je parlais depuis le tissu cicatriciel. On nous apprend à être gentille. On nous apprend à maintenir la paix. On nous apprend que si un homme est en colère, ce doit être de notre faute, alors on rétrécit. On se fait petite pour qu'il puisse se sentir grand. On s'excuse de respirer. J'ai vu des têtes hochées dans le public. J'ai vu une femme au premier rang essuyer une larme de son œil. Mais voici ce que j'ai appris, ai-je dit, ma voix s'élevant. Le silence n'est pas une vertu. Le silence est une arme utilisée contre vous. Quand j'ai finalement arrêté d'être silencieuse, quand j'ai finalement regardé les faits au lieu des sentiments, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas la faible. C'était lui. Je leur ai raconté une version de l'histoire. Je n'ai pas utilisé le nom de Grayson. Je n'ai pas nommé le cabinet. Je n'en avais pas besoin. L'histoire n'était pas à propos de lui. C'était à propos du schéma. Il m'a sous-estimé, ai-je dit. Il pensait que parce que j'étais gentille, j'étais stupide. Il pensait que parce que je l'aimais, j'étais aveugle. Mais la gentillesse n'est pas de la faiblesse. Et quand vous poussez une personne gentille trop loin, vous n'obtenez pas une bagarre. Vous obtenez la vérité. Et la vérité est la chose la plus dévastatrice qui soit. J'ai regardé la foule. Je n'ai pas cherché la vengeance pour le ruiner, ai-je dit doucement. J'ai cherché la vérité pour me sauver. Et en faisant cela, j'ai trouvé une version de moi que j'aime vraiment. Une version qui ne s'excuse pas d'exister. Une version qui connaît sa valeur. J'ai souri. Un vrai sourire authentique. Alors, si vous êtes assise ici aujourd'hui en vous sentant petite, en ayant l'impression d'être trop ou pas assez, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas le problème. Et vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Utilisez-le. Le public s'est levé. Les applaudissements étaient assourdissants. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un rugissement. Je suis restée là à m'en imprégner. Je me sentais solide. Je me sentais ancrée. Après le discours, j'ai été envahie. Des femmes voulaient me serrer la main. Elles voulaient me raconter leurs histoires. Mon mari me parle comme ça, a chuchoté une femme, me tenant la main fermement. Je pensais que c'était juste moi. Ce n'est pas juste vous, lui ai-je dit. Et vous n'êtes pas obligé de rester. J'ai ressenti un sens du but que je n'avais jamais ressenti dans le marketing. Je ne vendais plus seulement un produit. J'aidais les gens à se réveiller. 2 semaines plus tard, j'ai dû retourner à Chicago. Ma mère vendait la maison pour emménager dans un appartement et j'avais besoin de récupérer quelques vieux cartons au grenier. Être de retour en ville était étrange. Les rues étaient les mêmes. Les restaurants étaient les mêmes. Mais le fantôme de mon ancienne vie semblait faible, comme un souvenir d'un film que j'avais vu il y a longtemps. J'étais dans une épicerie à Lincoln Park, celle chic où Grayson insistait pour qu'on fasse nos courses parce qu'ils avaient le bon type de fromage importé. J'achetais des pommes et une bouteille d'eau. J'ai tourné le coin vers l'allée des surgelés et il était là. C'était Grayson. Je me suis arrêtée. Mon chariot a légèrement cliqueté alors que je serrais la poignée. Il avait l'air différent.
L'homme poli et arrogant en costume sur mesure avait disparu. Il portait un polo froissé et un pantalon de survêtement. Il ne s'était pas rasé depuis quelques jours. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air pluvieux. Il fixait les pizzas surgelées, tenant un panier qui contenait un pack de 6 bières bon marché et un seul dîner micro-ondable. Il a levé les yeux et m'a vu. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés. J'ai attendu la panique. J'ai attendu que mon cœur s'emballe, que mes paumes transpirent, que la vieille peur se manifeste. Mais rien ne s'est passé. Mon pouls était stable. Ma respiration était régulière. Je ne ressentais pas de peur. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais même pas de haine. Je ne ressentais rien. Il n'était qu'un étranger dans une épicerie. Un étranger qui avait l'air triste et vaincu. Ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé mon costume. Je portais un blazer bleu marine élégant et des talons. Il a regardé mes cheveux, qui étaient coupés plus courts, plus nets. Il a regardé la façon dont je me tenais, grande, les épaules en arrière. Il voyait la femme qu'il avait jetée, et il voyait qu'elle s'épanouissait. Il a ouvert la bouche comme pour parler, peut-être pour s'excuser, peut-être pour supplier, peut-être pour m'insulter à nouveau. Mais la honte a pris le dessus. Il a rapidement baissé les yeux vers le sol. Il a fait faire demi-tour à son chariot brusquement, renversant presque un présentoir de craquelin, et s'est précipité dans l'allée dans la direction opposée. Il fuyait. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Je l'ai regardé partir. J'ai regardé ses épaules voûtées disparaître au coin. Il y a 1 an, je l'aurais poursuivi. J'aurais exigé une conclusion. Mais je n'ai pas bougé. J'ai réalisé alors que j'avais déjà eu ma conclusion. Ma conclusion n'était pas ses excuses. Ma conclusion était mon indifférence. Je me suis retourné vers les pommes. J'en ai choisi une verte. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un email de mon patron à Boston. Objet, nouveau chef de projet. Harper, le conseil a adoré ta proposition. Ils veulent que tu diriges l'équipe d'expansion européenne. Tu seras basé à Londres pendant 1 an. Qu'en penses-tu? J'ai souri. Londres. Une nouvelle aventure. Une nouvelle vie. J'ai tapé une réponse rapide. Je suis partante. J'ai marché jusqu'à la caisse. J'ai payé mes pommes. Je suis sorti du magasin et je suis entré dans le soleil de Chicago. L'air était froid, mais il faisait du bien sur mon visage. J'ai marché jusqu'à ma voiture de location, j'ai jeté mon sac sur le siège passager et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Il n'y avait rien derrière moi dont j'avais besoin. Je m'appelle Harper Cole. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une survivante. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et pour la première fois depuis longtemps, les fondations sont solides comme le roc.